Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'une entrepreneur que j'adore. Alors, on l'a appelée la Cendrillon de la tech, on l'a appelée Girl Boss. Vous allez voir, elle a un parcours plutôt rock'n'roll en réalité. On va parler de Sofia Amoruso. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Valentine, je suis entrepreneur, je suis une passionnée du web, je suis une passionnée d'entrepreneuriat et sur cette chaîne, je vous parle des entrepreneurs qui sont inspirants, on revient sur leur parcours, on parle également de business, on va analyser des business en ligne, on fait parfois des analyses de l'actualité de l'entrepreneuriat, bref, on parle business en ligne et si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune vidéo, on se retrouve tous les dimanches matin. Et donc voilà, pour faire les présentations très rapidement, moi donc c'est Valentine, j'ai plusieurs business en ligne, j'ai créé Self-Made Business qui est un média en ligne, une plateforme en ligne avec des cours en ligne, avec des informations pour inspirer les entrepreneurs. On a notre podcast qui sort bientôt et également Prêt à poster qui est une plateforme avec des templates pour poster plus rapidement sur les réseaux sociaux parce qu'on a autre chose à faire de notre vie et on a également développé notre application pour pouvoir plus facilement s'organiser, également générer une stratégie sur mesure. Bref, plein de choses, vous le voyez, je suis passionnée par ce domaine et j'adore parler des autres entrepreneurs sur cette chaîne. C'est parti, on va parler du parcours de Sofia Amoruso. Sofia Amoruso est née le 20 avril 1984 à San Diego, en Californie. C'est donc une pure californienne. Et malheureusement, les débuts n'ont pas été méga faciles pour Sofia. Elle a un peu galéré pendant son enfance et son adolescence. Elle vient d'une famille où c'était assez strict, il fallait ramener des bons points à l'école et tout, mais malheureusement, Sofia, c'était pas trop le cas. En fait, elle était pas vraiment à sa place à l'école. Quand elle était ado, on lui a diagnostiqué qu'elle était TDAH, donc voilà, trouble de l'attention, hyperactivité. Et tout ça était un petit peu compliqué pour rentrer un petit peu dans le moule de la petite fille parfaite, comme ses parents et surtout sa maman auraient aimé. Mais donc voilà, au final, elle a testé 1 milliard d'écoles et elle a fini par avoir finalement son diplôme, a terminé le lycée en faisant l'école à la maison. Donc voilà, clairement, elle n'était pas partie pour faire voilà, des grandes études et elle s'imaginait pas avoir un énorme avenir. Par contre, elle a toujours bossé, elle a toujours fait des petits boulots. Comme elle était assez mignonne quand elle était petite, elle faisait même déjà du mannequinat et elle a toujours enchaîné plein de petits boulots. Donc elle a toujours eu par contre l'habitude de vraiment mettre la main à la pâte et de se lever pour aller bosser. Alors quand elle finit le lycée, Sofia concrètement elle sait pas trop ce qu'elle va faire de sa life. Ce qui est certain c'est qu'elle a pas spécialement envie de rester dans sa région. En plus ses parents divorcent donc pas très drôle. Donc qu'est-ce qui se passe? Sofia elle fait ses valises et elle se barre. Elle se barre où? En fait, elle va tout simplement voyager sur toute la côte ouest américaine et clairement, elle a pas beaucoup de moyens, donc elle fait de l'autostop, elle fait des petits boulots, parfois même, elle se retrouve à devoir un petit peu faire les poubelles de certains restaurants pour trouver de quoi manger et elle vole aussi et donc elle a pendant 2 ans vraiment cette vie très bohème, gypsy, nomade et voilà. Jusqu'au jour, forcément, quand on vole, on finit par se faire choper dans un magasin. Là, elle est à Portland, dans l'Oregon, donc dans le haut de la côte ouest. Et c'est là qu'elle se dit, bon, on va peut-être essayer d'un petit peu se recentrer parce que clairement, c'est pas un très grand plan de vie. Et donc, elle retourne en Californie, mais elle va quand même assez loin de là où elle vient de San Diego, étant donné qu'elle va dans le nord de la Californie, elle va à San Francisco. Alors, faut savoir qu'à l'époque, San Francisco, c'est pas encore le San Francisco qu'on connaît aujourd'hui, où c'est vraiment très tech. La ville de San Francisco, elle a été énormément transformée ces dernières années, avec forcément l'explosion de la Silicon Valley qui est pas très loin. Et c'est vrai que l'ADN de San Francisco a complètement disparu, c'était un petit peu dommage. Mais quand Sofia y arrive à l'époque, entre guillemets, c'est une ville qui a encore son ADN très hippie. San Francisco, il faut savoir que c'est quand même là qu'il y a eu les premiers hippies aux États-Unis. C'est également là que la culture gay et et LGBT est également la plus accueillie entre guillemets aux États-Unis. Il y a vraiment une culture très libre en tout cas à San Francisco à ce moment-là et donc c'est pas délirant qu'elle ait choisi d'aller s'installer là-bas. Et donc elle se fait quand même quelques potes. Voilà, elle commence, elle se trouve des petits boulots à gauche à droite. Encore une fois, on n'est pas sur l'extase totale en termes d'accomplissement au niveau boulot, puis elle kiffe pas vraiment au jour le jour ce qu'elle fait. Mais voilà, elle commence quand même à faire sa petite vie, et surtout ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe beaucoup de temps dans les magasins vintage. Et ça, c'est un truc que Sofia, elle a toujours aimé de manière générale, c'est tout ce qui touche à l'art de manière générale, mais également à la mode. Et elle a toujours eu cette passion pour aller rechercher
des fringues vintage ou alors typiquement les vêtements dont personne ne veut et elle arrive un petit peu à les twister pour les mettre super à la mode et se faire un look en fait super personnalisé et elle a vraiment sa touche, c'est vraiment un truc qu'elle a en elle et de manière générale voilà elle adore tout ce qui est artistique, tout ce qui touche à l'esthétique, on est vraiment face à quelqu'un qui est très créative et donc voilà et c'est vrai qu'elle kiffe à San Francisco parce qu'il y a plein de petites boutiques vintage, voilà on a quand même ce petit côté hippie, nomade qu'elle aime bien dans la ville de San Francisco, c'est vraiment dans l'ADN de la ville de San Francisco et donc voilà, elle fait sa petite live comme ça, elle fait des petits boulots, elle se fait souvent virer parce qu'elle se pointe pas spécialement à l'heure mais elle s'en fout un petit peu, c'est un peu galère mais ça passe. Jusqu'au jour où son corps lui dit et elle se retrouve avec une hernie qu'il faut absolument soigner. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les fonds pour faire l'opération. On le sait, les coûts médicaux aux États-Unis, c'est quelque chose d'énorme. Et on s'imagine bien que Sophia n'avait pas une assurance maladie à ce moment-là, n'avait pas une mutuelle. Et donc, le seul moyen qu'elle a pour en fait finir par se faire opérer sans devoir littéralement vendre ses deux reins, c'est de trouver un boulot qui lui donnera accès à une assurance maladie pour couvrir les frais de l'opération. Donc elle se met en quête de chercher un boulot et elle le trouve à l'Academy of Art University de San Francisco où elle travaille comme réceptionniste et en fait son job consiste à vérifier les cartes des étudiants quand ils rentrent pour s'assurer que c'est bien des étudiants qui rentrent dans le bâtiment. Bon, on s'en doute, c'est pas le job le plus passionnant du monde, c'est clairement pas le job le plus attrayant du monde pour une personnalité comme Sophia qui plutôt a besoin d'être dans l'action, qui a ce côté vraiment assez actif. Et en plus, je vous laisse imaginer la frustration qu'elle avait parce qu'en fait, Sophia, le seul truc qui l'a toujours intéressée, c'est tout ce qui touche à l'art. Elle aimait beaucoup également la photographie et elle se retrouve à être à l'accueil d'une université où elle voit tous les jours des étudiants en art, alors que elle, en fait, malheureusement, elle a jamais eu les moyens d'aller dans ce type d'établissement, et donc elle est méga frustrée, mais bon, elle le fait parce qu'elle sait très bien qu'elle doit travailler 3 mois là pour avoir enfin son assurance, se faire opérer, et après, elle a déjà décidé qu'elle partirait, ça c'est certain. Alors, pendant que Sophia s'ennuie à la réception, parce que forcément il n'y a pas toute la journée des élèves qui passent avec leur carte à checker, eh ben qu'est-ce qu'elle fait comme tout employé qui s'ennuie au bureau? Elle traîne sur Internet et les réseaux sociaux. Et à l'époque, les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas encore vraiment Facebook, c'est MySpace. Qui a connu MySpace ici? Qui fait partie des personnes qui ont connu MySpace? Si vous avez connu MySpace, dites-le moi dans les commentaires. Alors, globalement, donc, Sophia s'ennuie, et donc elle passe son temps sur Internet, sur l'ordinateur de la réception, et donc elle traîne beaucoup sur MySpace. Et ça, c'est quelque chose que Sophia, elle a toujours eu assez naturellement, c'est le fait de savoir gérer les communautés en ligne, créer du chouette contenu, c'est vraiment un truc pour lequel elle a beaucoup d'appétence, et donc elle s'éclate sur MySpace, et elle se rend compte que, globalement, il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à lancer des business de vêtements vintage sur eBay et que ces personnes en fait font la promotion de leur boutique eBay sur MySpace et voilà, il y a des petites choses qui commencent dans sa tête à se mettre en place parce qu'elle se dit ok c'est un truc que je pourrais faire et en plus je pourrais le faire mieux parce qu'elle trouve que les photos sont pas terribles, que les descriptions des vêtements sont pas terribles, enfin voilà, il y a des petites graines qui commencent à arriver. Bon, Sophia elle fait ses 3 mois à la réception, elle chope son assurance Mélodie, elle va se faire opérer, elle dit gentiment au revoir à son boulot qui l'ennuie et par contre elle a quand même 1 mois de convalescence suite à son opération et donc là elle retourne à San Diego chez sa maman qui va s'occuper un petit peu d'elle et pendant ce temps là elle s'ennuie, elle reste tout le temps sur internet et c'est là qu'elle se dit non mais il faut que je lance mon shop vintage également sur eBay. Elle se dit c'est trop mon truc, c'est trop quelque chose que je dois faire. Et en fait, elle s'imagine juste gagner un tout petit peu d'argent avec ça en plus parce qu'elle voit les autres shops ce qu'ils gagnent. Ben voilà, des vêtements peut-être qu'ils ont acheté 5$ dans une friperie, ils leur vendent 10-15$. Donc elle se dit c'est un petit truc que je vais faire en plus pour m'amuser, mais au moins ça sera quelque chose que j'aime faire dans mes journées. Et donc Sophia rentre à San Francisco, maintenant qu'elle est rétablie, et elle se lance directement, elle lance son shop eBay, et là, la première chose qu'elle a en tête, c'est de se différencier de ce qui existe déjà.
Parce qu'à l'époque, les e-shops vintage, c'est clairement très 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 vieillissant. C'est un peu l'image du vintage qu'on avait à l'époque. C'est vrai que maintenant les vêtements vintage en 2023, on le sait qu'il y a moyen de trouver des pépites dans des friperies, etc. C'est quelque chose qui est revenu très à la mode. Même pour le luxe maintenant, s'acheter un sac Chanel en seconde main, il y a quelques années, il y a 10 ans, c'était pas très bien vu. Maintenant c'est genre, oh trop bien, t'as trouvé la pièce qu'il fallait trouver. Et donc elle décide de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de rendre le truc un peu plus sexy, un peu plus sympa. Et donc au lieu d'avoir un e-shop avec un nom très très vieillissant, du genre les dentelles de machin machin, elle décide d'avoir une image un peu plus rock'n'roll, avoir une image un peu plus cool qui lui correspond. Et donc elle décide de lancer son shop eBay Nasty Gal. Alors Nasty Gal, c'est à la base l'album d'une artiste qu'elle aime bien qui s'appelle Betty Davis, voilà, qui est pas très très connue et c'est apparemment aussi une artiste un peu rock'n'roll. Donc voilà, elle kiffe le nom, elle crée tout son univers, elle crée vraiment déjà un vrai concept en fait derrière ce shop eBay avec une identité, avec un branding totalement différent. Et surtout, elle va mettre énormément d'efforts dans la description de chaque pièce. Elle va vraiment, en fait, au lieu de faire une photo simplement de la pièce, elle va soit demander à des copines de jouer au mannequin ou elle-même parfois va faire le mannequin. Elle fait vraiment tout comme si c'était un e-commerce comme on le connaît maintenant. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est en 2006 et que tous les codes de l'e-commerce qu'on connaît nous aujourd'hui, ils sont encore à créer. Il y a encore plein de marques qui n'ont pas d'e-commerce, c'est même encore très très rare. On est vraiment à l'époque où les gens ont peur d'acheter sur internet et il y a que eBay entre guillemets qui fait partie des sites qui sont connus. Et donc elle va vraiment créer une nouvelle manière de bosser sur eBay et forcément ça cartonne. Parce qu'en plus Sophia, elle a vraiment ce don pour un petit peu remettre à jour certaines pièces vintage. Elle n'hésite pas également un petit peu à faire un petit peu de couture. Si jamais il manque quelque chose, elle a vraiment une précision de dingue. S'il manque un bouton, elle n'hésite pas à faire les recherches pour trouver le bouton existant. Donc elle y met vraiment beaucoup de cœur et donc ça cartonne. Et elle se rend compte très rapidement qu'elle a clairement lancé un truc qui va cartonner. Elle se rend compte qu'elle fait une plus-value de dingue sur chaque pièce et surtout pour la première fois de sa vie, Sophia, elle commence à kiffer sa vie, elle commence à adorer se lever chaque matin parce qu'elle se rend compte qu'elle est son propre patron, qu'elle gagne bien sa vie, qu'elle peut tout faire de chez elle, qu'elle kiffe. En gros, elle a vraiment créé son business en ligne de rêve et que si elle veut rester 5 jours chez elle en tête-à-tête avec son ordinateur à bosser sur sa boutique, faire les photos des pièces, faire les descriptions, elle peut le faire sans sortir de chez elle et c'est un truc qu'elle adore. Faut savoir que Sophia est une très grande introvertie, on en reparlera après. Mais donc voilà, elle vit vraiment sa best life pendant les premières années de son shop sur eBay. Alors comment est-ce que ça fonctionne autant? Eh bien écoutez, comme maintenant imaginons un e-shop qui voudrait se faire connaître, il peut utiliser plusieurs leviers. Dans la mode, on irait très directement sur Instagram. Eh bien c'est un petit peu pareil pour Sophia. Alors rappelez-vous, hein, quand elle s'ennuyait à la réception, là, son boulot qu'elle faisait juste pour l'assurance maladie, elle passait beaucoup de temps à traîner sur MySpace. Et à l'époque, sur MySpace, il fallait avoir beaucoup d'amis. Et donc, elle avait déjà créé une audience et elle utilisait son MySpace pour faire la promo de son e-shop. Donc, on est vraiment en fait sur une stratégie qui pourrait être totalement encore en accord avec les pratiques marketing digitales d'aujourd'hui. À savoir, ok, t'as une plateforme où tu vends quelque chose, et ben t'en fais la promotion sur un réseau social. C'était vraiment ça. Et Sophia, elle avait vraiment réussi à créer une vraie communauté autour de son shop Nasty Gal, que ce soit sur le shop lui-même, mais également sur le MySpace, où vraiment elle a fait grandir cette communauté au fur et à mesure des années. Et en 2016, ça y est, sa petite boutique eBay a quand même fait $1 million de chiffre d'affaires, c'est juste énorme. Alors vous vous doutez bien que quand on vient comme ça dans un milieu, parce qu'il faut savoir qu'en fait les vêtements vintage sur eBay, il y avait déjà énormément de personnes, et quand on arrive comme ça, qu'on met un gros coup de pied dans la fourmilière et surtout qu'on fait les choses différemment des autres, eh ben vous vous doutez bien que ça dérange, et donc elle a énormément de concurrents qui commencent à être sérieusement agacés
par le succès de Sophia Amoruso et de son shop eBay Nastigal. Et d'ailleurs même, ils sont pas tout à fait d'accord parfois avec ces pratiques parce que comme elle n'hésite pas parfois à détourner certaines pièces, à un peu les modifier, ils lui disent qu'en fait, c'est pas vraiment du vintage qu'elle fait et que donc c'est une fraude et que ça ne va pas. Donc bref, au final, ça part complètement en live cette affaire. Il y a plein de personnes qui l'accusent également de faire des fausses enchères pour faire monter les enchères sur ses propres pièces. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il se passe un truc, c'est que Sophia, elle se fait jarter d'eBay, sa boutique du jour au lendemain. Elle n'a plus droit d'aller sur eBay. Et là, on pourrait croire que c'est la catastrophe. Non, pour deux choses. Déjà, Sophia, elle s'était rendue compte qu'eBay, c'était trop petit pour elle. Et elle s'était déjà rendue compte que l'e-commerce, on allait passer à autre chose. Et donc, elle avait déjà contacté un vieux pote qui était développeur pour lui créer sa propre plateforme. Donc déjà, elle s'en foutait un petit peu parce que de toute façon, elle allait créer son propre truc, elle allait plus avoir besoin d'eBay. Donc déjà, secondo, n'oubliez pas, Sophia, elle a son MySpace où il y avait toute sa communauté. Et donc, elle a pu très facilement dire à tous ses fans sur MySpace, en fait, on n'est plus sur eBay, mais on est en train de créer notre propre plateforme, donc notre site va ouvrir, on vous prévient. Donc voilà, son MySpace lui a vraiment fait un backup. Et donc, on le voit encore une fois, importance d'avoir sa vraie communauté quelque part. Alors, à l'époque, elle n'avait pas de mailing list, mais bien sûr, elle aurait pu avoir une mailing list. Alors, elle lance son propre e-shop, toujours avec le système des vêtements vintage. C'est un carton et ça continue de grandir. Et au bout d'un moment, Sophia, elle se rend compte que son business sur le long terme, elle va pas pouvoir continuer comme ça parce qu'en fait, il y a déjà une énorme frustration parce que chaque pièce est unique. Donc, ils ont une audience tellement grande que les gens se battent pour les pièces et c'est l'horreur. Et surtout, il faut constamment aller rechercher des nouvelles pièces. Et donc, tout ça sur le long terme est très, très fatigant. Et donc, elle se rend compte qu'à un moment, il va falloir un petit peu changer de business model. Toujours proposer du vintage, mais également commencer à collaborer avec des créateurs qui ont plus ou moins le même ADN et qui vont pouvoir amener du stock qui pourra être vendu sur le nouveau site Nastigal. Et donc c'est comme ça que l'e-shop continue de se développer et en 2011, Nastigal fait 21 millions de dollars de chiffre d'affaires. Toujours avec un truc un petit peu fait maison. Alors bien sûr, entre-temps, ils s'agrandissent, les locaux s'agrandissent. Entre-temps, vraiment, l'équipe également s'agrandit petit à petit. Mais on reste quand même toujours dans quelque chose d'assez fait maison, entre guillemets. Alors l'entreprise continue de se développer. Bon, inutile de dire que la success stories de Sophia Amoruso ne passe pas inaperçue. Elle est notamment au départ nommée par Forbes comme étant le nouveau phénomène de la mode. Elle est dans la liste 30 Under 30 de Inc. Magazine et le New York Times l'appelle la Cendrillon de la tech. Donc on est vraiment sur effectivement une histoire de Cendrillon pour une Sophia Amoruso qui a absolument tout créé par elle-même, qui a tout fait par elle-même au début et qui a vu vraiment son business exploser. Pour vous dire, j'ai les chiffres. Quand Nastigal a été au plus top du top, on compte 200 employés et 100 millions de chiffres d'affaires. Est-ce que vous imaginez ce que c'est en termes de chiffres? Et la fortune de Sophia était estimée à 280 millions de dollars parce qu'à l'époque, elle détenait vraiment toutes les parts encore de Nastigal. Donc clairement, on est sur une success stories incroyable. En 2014, elle sort son autobiographie qui est appelée #GirlBoss, qui est un livre que je ne peux que vous recommander. C'est un des livres business que j'ai préféré lire et je le relis chaque année. Elle a un style sans langue de bois, mais son parcours, vous le voyez, il est super inspirant et dans ce livre, vous avez absolument tous les détails. Donc tout ce que je viens de vous raconter, vous l'avez en détail dans GirlBoss avec également plein de conseils pour les entrepreneurs. Il est super chouette, il se lit super facilement, donc vraiment n'hésitez pas à l'acheter. C'est vraiment pour moi c'est une des autobiographies d'entrepreneurs à lire absolument si vous êtes passionné d'entrepreneuriat. Et ce livre a cartonné, il a même été best-seller du New York Times. Donc voilà, tout réussi à Sophia. Alors par contre, il y a quand même quelque chose à savoir, comme je vous disais, Sophia c'est quelqu'un d'assez introverti. Je crois que Sophia elle a vécu sa meilleure vie quand c'était les débuts de Nastigal et qu'elle faisait un petit peu tout toute seule dans son coin et qu'elle n'avait pas vraiment d'horaire à respecter, pas de meeting, etc. Et c'est quelque chose qui déjà, moi quand j'ai lu son livre qui m'a marqué parce que je me suis dit, c'est vraiment pas quelqu'un qui en fait est fait pour être chef d'équipe, pour être manager, pour être chef d'entreprise. C'est une excellente entrepreneur et vous le verrez, elle est encore
encore eu plein de bonnes idées par après. Mais on n'est pas sur voilà, le modèle de la CEO qui a un leadership de dingue et qui kiffe faire ça. Et ça se ressent énormément dans son livre. Et moi, il y a quelque chose que j'ai adoré dans son livre, c'est qu'elle explique vraiment très bien la différence entre quelqu'un qui est introverti et quelqu'un qui est extraverti. Moi d'ailleurs, c'est quand j'ai lu son livre que j'ai compris qu'en fait j'étais une vraie introvertie. Enfin, je le savais, mais pour moi, introverti, c'est toujours quelqu'un d'assez timide, effacé. Alors que pas du tout, les introvertis, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'être seules pour se ressourcer et qui vont aimer passer leur journée seules. Voilà, les introvertis pendant le confinement, on sait, on a vécu notre meilleure vie. Et les extravertis, c'est des personnes qui vont avoir besoin au contraire d'être entourées et de voir du monde pour se ressourcer, pour avoir de l'énergie et pour se sentir bien. Et donc on le voit clairement, ce qu'elle faisait à ses débuts, ça lui convenait super bien. Par contre, effectivement après, et elle le dit dans son livre, elle n'était pas spécialement faite pour se retrouver à aller tous les jours au boulot et à se retrouver à passer ses journées en réunion, à parler avec des gens, à échanger sur des sujets. Et on sent dans son livre que c'est un truc qu'elle aime pas vraiment, et avec le recul encore plus. Et d'ailleurs, après la sortie du livre, en 2015, elle a annoncé que justement, elle se retirait, qu'elle ne souhaitait plus être CEO de Nasty Gal, c'était pas une position dans laquelle elle s'épanouissait, que donc elle remettait ce rôle, bien sûr elle restait au board, bien sûr elle restait à la direction artistique, mais elle ne souhaitait plus être CEO. Sophia, elle reconnaît totalement qu'elle n'est pas la meilleure CEO pour la boîte qu'elle a créée et que ça grandit tellement vite que clairement, si elle ne se retire pas, ça va casser. Et je trouve que franchement, c'est vraiment une très belle force de savoir reconnaître qu'on n'est pas bon dans un rôle et se dire ok, même si c'est moi qui ai créé le truc depuis le début, maintenant ça a grandi et c'est hors de contrôle pour moi et il faut que j'ai quelqu'un pour me conseiller. Ça me rappelle un petit peu la situation qu'on a dans le film T-Intern avec Anna Tawai qui se retrouve dans la même situation. Elle a créé son e-shop dans son salon, le truc explose et il lui faut un CEO. Donc voilà, alors 2015, c'est également l'année où Sophia se marie. Elle se marie avec un certain Joël de Raff, qui est musicien. Alors vous allez voir, ça va pas durer très longtemps, c'est pour ça qu'on le connaît pas très bien. Enfin bref, tout continue de bien aller pour Sophia, hein. Elle a récupéré un petit peu de temps pour elle, jeune mariée. En juin 2016, elle fait la cover de Forbes qui a décidé de mettre en avant les femmes self-made les plus riches au monde. Et donc elles sont trois, dont notamment Sarah Blakely qui également méritera sa vidéo sur cette chaîne parce qu'elle est très inspirante aussi. Et donc voilà, on a l'impression que tout va bien pour Sophia. Et malheureusement, la roue va commencer à tourner de l'autre côté après toutes ces années de succès. Bon, déjà au niveau privé, du jour au lendemain, son mari lui dit qu'il veut divorcer. Grosse douche froide, on s'en doute. Après, au final, un mariage qui aura duré un très court temps. Elle l'a dit dans un article qu'elle s'y attendait pas du tout, qu'elle a passé, elle est allée s'isoler dans un hôtel, elle a passé 4-5 jours à ne pas sortir de son lit, à ne faire que pleurer. Donc voilà, on a une Sophia qui malheureusement est affaiblie sur le plan privé et malheureusement le professionnel également s'écroule parce que malgré le succès, le chiffre d'affaires incroyable, vous n'allez peut-être pas le croire, mais en novembre 2016, Nasty Gal déclare faillite. Alors là, vous allez me dire, mais ok, comment est-ce possible qu'une boîte qui cartonnait autant, qui faisait un chiffre d'affaires pas possible, comment ça se fait que ça s'est mal passé, comment ça se fait qu'ils ont fini par faire faillite? Alors, qu'est-ce qui s'est passé les dernières années dans les coulisses de Nasty Gal pour que ça finisse par complètement tomber comme un château de cartes? En fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, le succès de Sophia, vous doutez bien, ça a intéressé certaines personnes qui également voulaient un petit peu leur part du gâteau. Il y a donc des investisseurs qui sont venus et qui ont proposé d'injecter de l'argent afin de l'aider à se développer plus rapidement. Bon ben voilà, Sophia, elle a accepté, encore une fois, c'est le début, elle est toute jeune, elle sait pas ce que c'est d'avoir des investisseurs qui vont injecter de l'argent, et au début elle se dit c'est génial, ça va être du cash qui va nous permettre de nous développer, de voir encore plus grand, et le truc c'est qu'en fait très vite les investisseurs, ben forcément c'est pas Mère Teresa, ils ont donné de l'argent, mais ils veulent un retour sur investissement, et un très gros retour sur investissement, parce que Sophia elle explose, elle est partout, donc forcément il faut faire x5, x10, et donc c'est ça qui fait que la boîte est complètement partie en live en interne, parce qu'ils ont voulu grandir trop vite.
et ils ont pris plein de décisions qui au final n'étaient pas les bonnes. Voilà, par exemple, ils ont ouvert des boutiques, ils ont lancé encore plus de collections et en fait tout ça n'a pas été gérable, ils ont engagé beaucoup plus de personnel et tout ça a vraiment été très 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 compliqué, ce qui fait que petit à petit la boîte n'a plus été rentable malgré l'énorme chiffre d'affaires. Alors Sophia elle s'est exprimée par rapport à ça, bien sûr par après, voilà, elle le dit, j'ai fait tout par moi-même au début, j'ai engagé mon premier employé via Craigslist, donc Craigslist c'est un peu le bon coin aux États-Unis. Avant d'avoir des investisseurs en 2012, je possédais 100% du business et nous étions rentables. Nous avons explosé. On est allé de 1 million de chiffre d'affaires à 6 millions et puis 28 millions. Et tout ça en 3 ans, sans vrai digital marketing et sans investisseurs externes. Est-ce que vous vous rendez compte de la success story, de ce qu'elle a réussi à faire toute seule, Sophia? Il y a très peu d'exemples dans le monde des startups qui font ça. Et puis effectivement, il y a les investissements qui sont venus et qui ont leur demandé qu'en une année, ils passent de 28 millions de chiffre dollars à 128 millions de chiffre dollars. Mais non, mais personne ne demande ça, c'est beaucoup trop rapide comme en un an. Et alors, phrase très 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 intéressante, elle dit « Et du coup, je me suis transformée de quelqu'un qui faisait tout en organique, avec un petit peu un culte autour de ma marque, je me suis retrouvée à devoir faire les choses avec intention. » Et ça dit vraiment qui est Sophia en entrepreneuriat. Et souvent, beaucoup de gens disent « C'est une entrepreneur par accident ». Mais je pense qu'elle fait les choses tellement naturellement que quand elle essaye de faire les choses avec un peu plus peut-être de structure, ou en tout cas de l'apport extérieur, ça ne fonctionne pas. Et on le voit là, ça n'a pas fonctionné. Alors ça aurait certainement fonctionné s'ils avaient pris le temps de bien faire les choses, certainement. Mais là, clairement, c'était une stratégie qui ne fonctionnait pas et qui, je pense, n'allait pas avec la culture de Nastigall dès le début, qui est effectivement une marque organique, une marque qui s'est créée grâce à la communauté et qui s'est créée tout de seule. Et donc voilà, elle continue de le dire, cet argent et toutes ces attentes ont été un choc dans notre système. On a engagé 100 personnes immédiatement. Et on a fait un plan de croissance sans avoir de vraies données pour solidifier celui-là. Nastigall était encore un très jeune business et on n'avait absolument pas compris l'architecture du plan et ce dont on avait besoin. Et donc c'est comme ça que les choses sont devenues trop complexes et trop rapidement. Je pense que là on a une excellente leçon de business et ce qui est arrivé à Sophia aurait pu arriver à n'importe quel entrepreneur qui a explosé hyper rapidement. Et tout ça a fait que c'était un petit peu compliqué en interne avec tout ça. En plus, Sophia, qui du coup, on comprend un peu mieux pourquoi elle a vraiment voulu se retirer en tant que CEO, parce que certainement qu'elle se rendait compte qu'elle était plus capable de gérer. Et apparemment, les personnes qui sont arrivées pour la remplacer ont mis une ambiance un petit peu toxique au niveau des salariés. Et c'est vrai que 100 personnes qui arrivent d'un coup, c'est juste impossible de faire un onboarding correct, surtout quand il n'y a pas encore des vrais process qui sont mis en place dans la boîte et donc tout ça a fait qu'il y avait un turnover pas possible. Bref, c'était devenu du grand n'importe quoi et c'est ce qui fait que la boîte a fini par couler. Alors peut-être que vous connaissez encore Nastigall et que vous vous dites mais ça a fait faillite en 2016, mais l'e-shop il est toujours en ligne. Oui, parce qu'en fait l'e-shop a été racheté par le groupe Boohoo et ça c'est quelque chose qui s'est fait en février 2017. Donc en fait ils ont déclaré faillite en novembre. En février 2017 ils ont mis tout le stock qu'ils avaient encore vraiment en mode ok on déstocke, tout était à 70%. Et le groupe Boohoo a racheté Nastigall, la marque Nastigall, la communauté Nastigall pour 20 millions de dollars. Donc on est quand même sur une faillite qui a été relativement bien sauvée. Et donc voilà, n'oublions pas que Sophia, elle possédait encore la majorité des parts. Ce qui fait qu'au final, alors elle le disait dans une interview, et attention, ce n'est pas à prendre dans le mauvais sens, mais elle disait que malgré tout ça, malgré toutes les erreurs qui ont été faites et l'échec de la reine Nastigall, elle dit c'est quand même assez dingue parce que j'ai monté une boîte avant mes 30 ans qui certes a fait faillite, mais qui a quand même été rachetée 20 millions de dollars. Et que voilà, il y avait quand même ça qui sauvait un petit peu les choses, de dire j'ai quand même créé quelque chose de bien. Et ça, vous allez le voir, c'est quelque chose dans le parcours de Sophia, on va s'en rendre compte qu'en fait, elle crée toujours des marques fortes. Et vous connaissez ma passion à moi pour les personnes qui créent des business avec des marques fortes. Sophia, c'est vraiment pour moi, c'est la queen. Et parce qu'en fait, elle avait créé un truc tellement énorme avec Nastigall, de pouvoir leur vendre comme ça, c'est juste un truc de fou. Bon, ce qui est dommage, c'est que Boohoo, c'est un peu un groupe dégueulasse qui fait de la fast fashion, qui vend
des trucs pas très beaux, qui est réalisé dans des conditions pas très belles. Et je trouve ça dommage qu'une marque comme la Cigale, qui avait son ADN dans le vintage, au final, faire du neuf avec ce qui existe déjà au lieu de construire du neuf dans des usines au Pakistan. Et voilà, donc Nastigal aujourd'hui, si vous allez voir l'e-shop, il existe donc toujours. Au niveau des vêtements, c'est vrai qu'on a toujours un truc un peu bohème, un peu californien, mais c'est de la fast fashion un petit peu dégueulasse, même très dégueulasse. Mais voilà, c'est toujours un site qui a du succès. Et typiquement, là, on arrive bientôt au festival Coachella. Vous allez voir sur Instagram. Toutes les influenceuses sont habillées en Astigal parce qu'on a vraiment, ouais, c'est vraiment c'est du Coachella, c'est la vallée de Californie, c'est les vibes de Sofia, donc ils ont quand même un petit peu gardé ça, c'est juste que l'art et la manière n'est plus trop la même. Alors, on est en 2017. Sofia, donc, elle a un petit peu sauvé les meubles. Est-ce qu'elle elle saute avec son parachute doré et elle décide de se reposer? Eh ben, pas du tout. Sofia, c'est une bosseuse. Elle a besoin de créer des choses. Et donc, elle va avoir deux nouveaux projets en 2017 qui vont être lancés. Le premier, c'est l'adaptation Netflix de son autobiographie, donc Girl Boss. Inutile de dire que quand Netflix a annoncé que cette série arrivait, j'étais juste hyper emballée. Je pense que quand c'est sorti, je l'ai regardé directement et j'ai été, comme la majorité de la critique, très 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 déçue par cette série. Voilà, vraiment, si vous l'avez vu, sachez que ça ne reflète absolument pas le livre. Ils ont retiré tous les passages intéressants du livre et ils ont rajouté plein de choses inintéressantes pour en faire une série un peu comédie romantique qui n'a aucun intérêt par rapport au parcours de Sofia. Et donc voilà, ce fut un vrai flop. Bon ben voilà, ça se laisse regarder, hein, vraiment, ça reste bon enfant, mais ça ne reflète absolument pas le parcours de Sofia, les débuts de Nastigal. Et le plus étonnant, c'est que Sofia était elle-même productrice, et donc on pourrait se dire mais comment est-ce qu'elle a réussi à laisser ça passer, et elle est revenue quelques années plus tard dans une interview où elle a dit que clairement c'était pas le moment pour le faire et qu'en fait effectivement elle a elle-même créé une caricature de son histoire et qu'elle comprenait que ça n'avait pas plu, donc voilà. À regarder un jour si vous ne l'avez pas encore vu, mais vraiment privilégiez le livre si vous voulez découvrir en profondeur la vraie histoire de Sofia Amoruso. Alors Sofia cependant, elle ne s'arrête pas à ça parce que pendant que la série est construite, elle lance le média Girl Boss. Voilà, ça c'est vraiment le nom qui est associé à Sofia Amoruso, malheureusement à vie parce que je crois qu'elle le regrette un petit peu, on en reparlera après. Mais voilà, forte en fait de cette communauté Girl Boss qui s'est un petit peu créée après son livre parce qu'on a commencé à voir sur Instagram beaucoup le hashtag Girl Boss qui était un petit peu partout. Elle s'est dit que on allait créer une marque et un business autour de ça. Parce que oui, Sofia, n'oubliez pas, elle aime créer des marques. Et donc, elle a créé le média Girl Boss en 2017 toujours, et qui était clairement avant-gardiste sur ce qu'on voit aujourd'hui autour des médias pour entrepreneurs et plus principalement pour femmes entrepreneurs. Donc, Girl Boss, qu'est-ce que c'était? C'était en fait une plateforme en ligne avec des articles pour inspirer, pour motiver, pour donner des conseils par rapport à l'entrepreneuriat. On n'était pas que sur les entrepreneurs, on était également sur les femmes qui voulaient faire carrière aussi dans le monde corporate. Donc vraiment la girl boss sur toutes ses formes. Ils avaient un podcast, Girl Boss Radio, qui était animé par Sofia, où vraiment elle interviewait d'autres entrepreneurs et d'autres nanas qui cartonnaient dans le game du business. Donc voilà, vraiment, elle a créé quelque chose, encore une fois, de très beau, avec une très belle communauté. Pour vous dire, début 2020, Girlboss sur Instagram, c'était quand même 1 million de followers, donc c'est pas rien, enfin en tout cas le compte Instagram Girlboss. Donc on a vraiment quelque chose d'assez puissant qui a été créé. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'elle gagnait sa vie avec ça? Parce que pour l'instant, on n'est que sur du contenu gratuit. Sachant qu'elle avait également lancé son application, elle avait fait une sorte de LinkedIn pour les femmes, et voilà, donc vraiment plein de choses, et vraiment dans l'univers Girlboss et dans l'écosystème Girlboss, elle commençait à créer beaucoup de choses, et en fait l'apport principal pour ce business-là, c'était l'événementiel, parce qu'elle créait énormément d'événements. Il y avait les Girlboss Rally, qui étaient voilà, des séminaires, des conférences pour les nanas entrepreneurs ou qui voulaient donner un coup de boost à leur carrière. Et donc, en fait, comment est-ce qu'ils gagnaient de l'argent avec ça? C'est pas spécialement avec les places qui étaient vendues, mais c'était surtout avec les sponsors, parce que Sofia, forcément, arrivait à attirer des très beaux sponsors. Et donc, c'est ça qui permettait de financer l'entreprise. Et donc, tout allait bien jusqu'en 2020 où
voilà, vous savez, confinement, l'événementiel, merci, au revoir, bon week-end. Inutile de dire que les sponsors, eh ben, ils ont arrêté de payer. Là, malheureusement, l'histoire se répète parce que le 22 juin 2020, Sophia Amoruso annonce que Girlboss, malheureusement, c'est terminé. Parce que malheureusement, ils n'ont plus les fonds pour continuer, parce qu'effectivement, le Covid les a frappés de plein fouet et qu'ils ne savent plus continuer. Et elle le dit de manière très très honnête, qu'ils ont créé un truc énorme en termes de communauté, de visibilité sur le web, mais que voilà, eux, ce qui leur faisait gagner de l'argent, c'était l'événementiel et surtout les sponsors des marques pendant l'événementiel, et que s'ils n'ont plus ça, ils ne savent plus continuer, et que donc voilà, l'aventure Girlboss s'arrête. Alors on le sait, je vous rassure, Sophia n'est pas du style à se laisser abattre, et l'histoire se répète encore, parce que Sophia, elle a quand même réussi encore une fois à faire en sorte que même si elle s'est retirée, même si le projet s'est arrêté, Girlboss, ça existe encore. Mais l'expression Girlboss, de toute façon, elle est acquise, voilà, elle est encore utilisée énormément, mais en fait, si vous allez sur le site Girlboss, ou si vous allez sur l'Instagram de Girlboss, il y a encore du contenu, ça reste une société média, qui a été reprise. Alors je n'ai pas trouvé les détails de la transaction, comment ça s'est passé. Et donc désormais la personne qui est à la tête de Girlboss, c'est une entrepreneur qui s'appelle Lulu Liang, je pense pas que je le prononce bien, entrepreneur canadienne, donc maintenant la société Girlboss est située à Ontario, et voilà, mais entrepreneur que je connais pas beaucoup, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui n'est pas beaucoup présente sur les réseaux sociaux, mais qui a déjà cartonné dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'elle a créé une marque d'extension de luxe, et donc voilà, et maintenant elle est à la tête de Girlboss, qui donc est un média qui existe encore. Il y a toujours des articles qui sont diffusés chaque jour, et voilà, et toujours avec la même cible, les femmes entrepreneurs, mais également les femmes qui veulent faire carrière dans le monde corporate, et voilà. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup leur compte Instagram, il y a plein de mèmes très rigolos, donc n'hésitez pas à aller les suivre, vous allez voir, c'est plein de good vibes. Et donc voilà, encore une fois, Sophia, malgré que son truc se casse la gueule, elle arrive encore à le revendre et à faire en sorte que la marque, le concept qu'elle a créé, il est encore en vie aujourd'hui. Alors, est-ce que Sophia, en plein Covid, en plein confinement, elle déprime parce que c'est la fin de Girlboss ? Non, Sophia rebondit, Sophia a plus d'un tour et d'une idée surtout dans sa tête. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant cet entrepreneur, parce qu'honnêtement, je ne connais personne qui s'est pris autant de claques dans la tronche et qui a autant rebondi à chaque fois et qui crée des trucs encore plus beaux. Donc ça y est, Girlboss, c'est terminé. Sophia, elle ne perd pas de temps. En juillet 2020, elle lance son propre site officiel, sophiaamoruso.com, qui est toujours là, forcément. Vous pouvez aller le voir, il est très bien fait, il est très joli. Elle présente tout son parcours et elle lance dès juillet 2020 un workbook à 19 € qui s'appelle Side Hustle Bible, donc la Bible du side business, du projet. Donc on le voit, elle se lance vraiment dans le conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent lancer leur business. Et donc voilà, elle lance ça en plein confinement. Je n'ai pas trouvé les datas, mais on se doute qu'avec la popularité de Sophia, et avec le petit prix 19 € et le contexte Covid où tout ce qui était produit digital se vendait bien, on peut se dire que ça a été un succès. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là, elle a voulu tester le monde de l'infoprenariat, et je pense qu'elle a voulu tester est-ce que ça fonctionnait pour elle, parce que Sophia est loin d'être idiote, elle est quand même toujours un petit coup en avance, et c'est vrai que c'était bizarre qu'elle ne s'était pas encore mise au monde des formations. Ça lui va tellement bien. C'est un business model qui lui va tellement bien. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l'avait pas encore fait. Et donc voilà, elle se lance dedans. Je pense également qu'elle avait vu que ça cartonnait. Elle a certainement dû voir l'exemple de business comme Boss Babe, par exemple, qui cartonnait. Et donc voilà, elle lance son premier produit digital à destination des entrepreneurs. En août 2020, elle fait déjà un petit essai concernant le monde vraiment de la formation en ligne, parce qu'elle collabore avec la plateforme OneCourse, qui est voilà, une plateforme un petit peu comme Masterclass, où il y a plein d'entrepreneurs qui sont invités à donner des formations et vous pouvez vous abonner, enfin voilà. Donc elle donne déjà un premier cours en ligne sur cette plateforme, et en fait depuis le mois de juin, et peut-être même un petit peu plus tôt, parce qu'en juin, dans son message, Sophia avait dit « Ne vous inquiétez pas, je travaille déjà sur quelque chose de nouveau ». Et ce quelque chose de nouveau,
Elle nous le révèle en septembre 2020 parce qu'elle lance Business Class, un programme en ligne à destination des entrepreneurs pour développer leur business. Et voilà, elle est là, la nouvelle marque de Sophia, Business Class. Et donc, c'est son business actuel, c'est là-dessus qu'elle travaille en ce moment. Personnellement, je suis hyper fan du branding. Et quand elle a lancé ça, vraiment, ça a explosé. Quand on la voit sur ses reels, le teasing, où elle est habillée en hôtesse de l'air. Enfin, j'adore son branding, je trouve ça génial. Et encore une fois, Sophia, une marque forte, une identité forte, parce que des programmes business, il en existe tellement, et elle a réussi encore une fois à arriver avec un truc et bam, vas-y que je plie le game. Et donc voilà, elle lance son programme Business Class en septembre 2020. Et voilà, une nouvelle success story peut être écrite dans la longue, à mon avis, elle sera encore longue, carrière de Sophia Amoruso. Alors, j'ai pas trop détaillé tout ce qu'il y a dans Business Class aujourd'hui et vous détailler vraiment, vous analyser tout le business parce que ça mérite une vidéo à part et surtout en ce moment elle est en plein lancement, il réouvre dans quelques jours le programme, donc je suis bien sûr en train d'analyser tout ça et je vous ferai une vidéo d'analyse, mais en tout cas ce qui est certain c'est que je pense que c'est un business model qui lui convient super bien parce que Sophia en fait voilà c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses par elle-même, c'est pas quelqu'un qui est fait je pense pour aller au bureau tous les jours même si c'est sa propre boîte et faire des meetings toute la journée et donc elle bosse toute seule de chez elle, alors certes elle se fait aider sur certaines choses, bien sûr, mais vous serez étonnés de savoir le nombre de choses qu'elle fait encore toute seule. D'ailleurs c'était trop drôle, début d'année, enfin fin de l'année dernière elle avait lancé un planeur, enfin un agenda. Et quand elle en faisait la promo sur son propre compte Instagram, elle expliquait que c'était elle qui avait fait la page de vente en disant, je cite, qu'elle est une freak qui ne sait toujours pas déléguer. Et moi, je me souviens quand j'ai vu ça, j'ai fait ça me parle. Et je me suis dit, si Sophia Amoruso continue de faire ses pages de vente parce qu'elle kiffe le faire et qu'elle n'arrive pas à déléguer, ben vous savez quoi, je continuerai également de faire mes propres pages de vente, même si je pourrais le déléguer. Bref, on le voit, c'est vraiment une entrepreneur qui en fait aime bien lancer des concepts, aime bien lancer des marques. Bien sûr, ben, elle aime bien les développer aussi, je pense, mais elle est vraiment faite, je pense, pour ce type de business model et je pense qu'elle s'épanouit beaucoup là-dedans. En tout cas, on a l'impression. Et quand on la voit aujourd'hui, Sophia, elle est complètement métamorphosée. Alors, elle est devenue blonde pour la première fois de sa vie et je trouve qu'elle n'a jamais été aussi rayonnante et je pense qu'elle a vraiment trouvé au final le business model qui lui convenait et surtout qui pouvait scaler en termes de chiffre d'affaires selon également ce dont elle avait besoin. Et ça, c'est vrai que c'est quand même le gros avantage de l'infoprenariat et de tous les business, formation en ligne, membership, etc. C'est que vous n'avez pas besoin de ressources comme c'était le cas avec Nastigal où forcément c'est un business model totalement différent. Bien sûr, on est en ligne et même avant les magasins, mais c'est différent de vendre des vêtements où il y a du stock, où voilà, c'est différent de vendre un programme en ligne. Et pareil, Girl Boss, ben, bien sûr, on avait le côté très en ligne, la communauté en ligne, mais on était quand même sur des événements. Donc voilà, on est sur des choses relativement différentes. Alors, il y a quand même une petite chose que moi, je me suis demandé en préparant cette vidéo. Ça m'avait un petit peu moins marqué à l'époque, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle a lancé une nouvelle marque Business Class et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas lancé en fait des formations en ligne sous Girl Boss parce qu'ils avaient déjà leur audience. Ça aurait cartonné en fait au lieu de fermer parce qu'on peut pas faire d'événements, ben, elle aurait pu en mai-juin lancer une formation en ligne Girl Boss. Ça aurait cartonné, les cours en ligne Girl Boss, et maintenant ça aurait été un business un petit peu comme CEO School ou comme Boss Babe. Et vraiment, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'ils ont fermé pour ouvrir quelque chose de nouveau? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix? Et ce n'est que mon avis, mais je pense que Sophia Amoruso, elle n'aimait plus trop l'étiquette girl boss, qui était peut-être un petit peu trop girly, qui était peut-être devenue un petit peu trop stéréotypée. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui le disent que ça y est, l'ère de l'expression girl boss, elle est terminée. Et voilà, et c'est un truc avec lequel elle joue maintenant. Il n'y a pas longtemps, elle avait fait un Reels où elle se moquait un petit peu de cette étiquette girl boss et du mouvement girl boss et ce que c'était devenu. Et donc je pense qu'elle a voulu un petit peu se désolidariser de la marque qu'elle avait créée. Elle a fait en sorte que ça vive toujours. Aucune idée de si elle a encore des parts dedans. Mais elle a créé quelque chose de nouveau et j'aime beaucoup l'exemple en fait. Parce que ça montre que quand on évolue,
et qu'on a justement quelque chose qui n'est pas basé sur nous, ben on peut s'amuser à créer des marques différentes. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir. Et donc on analysera plus en profondeur son dernier business class dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Non. Ben n'oubliez pas, hein, Sophia, c'est une hyperactive passionnée. Donc forcément, elle continue de lancer des trucs. En août 2022, elle a lancé son fonds d'investissement. Voilà, parce qu'il faut savoir que depuis 2017, Sophia investit dans de nombreux business. Et je pense également que c'est quelque chose qui lui correspond bien parce que ça lui permet de conseiller, d'avoir quand même plein de choses différentes à faire sans être au quotidien et dans les petites ennuis opérationnels qu'on pourrait avoir au quotidien. Et donc voilà, après avoir investi dans plein de business, elle a créé son propre fonds d'investissement. Et donc voilà, elle continue de gérer tout ça. Elle a gardé son petit côté impertinent qu'elle avait au début. Elle reste très grande gueule, elle est très drôle, elle ose dire ce qu'elle pense. Surtout qu'il faut savoir que Sophia, avec son parcours, elle est quand même parfois un petit peu critiquée, hein. Elle ne fait pas l'unanimité, mais elle répond maintenant aux haters parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, et surtout quand elle a lancé Business Class, qui lui ont dit « Mais attends, tu vas enseigner des choses à des entrepreneurs alors que tes 2 boîtes, elles ont quand même coulé. » Et c'est ce qu'elle dit la première, elle dit « Ben oui, justement, je sais comment on fait pour couler une boîte, donc je vais vous enseigner comment ne pas faire en sorte que votre business coule. » Et elle a vraiment comme ça un côté très vrai. Et c'est pour ça que je l'apprécie énormément. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre, hein, vous allez voir, parce qu'au final, quand on voit tout ce qu'elle a réussi à faire, ça reste quelqu'un qui, je trouve, a une vie assez simple, voilà, qui bosse de chez elle, tranquillou, qui partage son petit bureau de la maison, voilà, qui fait ses posts sur Instagram. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle qui gère en partie le compte Instagram Business Class. Elle fait encore beaucoup de choses par elle-même. Et donc voilà, elle fait sa petite vie. Et je pense qu'elle est hyper épanouie en ce moment. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Elle a quand même partagé il n'y a pas longtemps qu'elle était coachée pour le leadership. Donc elle n'a peut-être pas abandonné l'idée d'un moment scaler avec une plus grande équipe. On verra ce qu'il en est. Mais donc voilà, une personne très très inspirante qui est vraiment très très chouette à suivre au quotidien parce qu'elle est quand même assez drôle et ce qu'elle fait est quand même toujours très 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 bon. Donc si vous ne la suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre également le compte Business Class vu qu'ils sont en plein lancement et que forcément c'est super bien fait. Donc voilà, mais je vous ferai également ma vidéo d'analyse. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop aimé vous parler du parcours de Sophia. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est quelqu'un que j'adore. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que alors, je vais pas dire que je m'identifie à elle parce que elle est là, mais au niveau de la manière de fonctionner, je pense qu'on a plus ou moins certaines choses en commun. Et c'est vrai que moi, ça me rassure beaucoup. Et quand je vois quelqu'un comme ça qui n'hésite pas à arrêter certaines choses, à en relancer d'autres, enfin bon, elle a pas toujours eu le choix, mais globalement, voilà, je pense que si du jour au lendemain, Business Class, ça l'ennuie, elle arrêtera ou elle leur vendra, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui va encore lancer d'autres projets dans le futur, et voilà, mais c'est hyper passionnant à suivre. Et bien sûr, il y a quand même quelques leçons à retenir de son parcours, donc on va clôturer avec cela. Alors, première leçon à retenir du parcours de Sophia, c'est tout d'abord, mais créer des marques et des concepts forts. On le voit, c'est ça qui a fait la différence toujours. Et c'est ça qui l'a sauvé à chaque fois, hein. C'est vraiment Nastigal, revendu 20 millions, paf. Girlboss, on s'arrête avec le Covid, mais c'est pas grave, ça continue avec d'autres personnes. Donc voilà, elle est vraiment sur des concepts très très forts et ça permet de se différencier. Et on le voit encore avec Business Class, elle est arrivée avec un concept et un branding totalement différents, alors que clairement, ce qu'il y a à l'intérieur, une formation business, voilà, en septembre 2020, ça n'avait plus rien de révolutionnaire, mais il y a un ADN dit différent, et voilà, c'est tout simplement passionnant. Deuxième leçon, soyez fiers de votre parcours. Mais voilà, Sophia, avec son parcours, forcément, il y a des gens qui adorent taper sur son parcours en disant, voilà, en finale, non, elle n'est pas si girl boss que ça. Et d'ailleurs, à Halloween dernier, elle n'avait pas hésité à taper du poing parce qu'en fait, des personnes l'avaient comparée à Elizabeth Holmes. C'était en fait un article qui donnait des idées pour se déguiser, et globalement il y avait un petit passage qui disait tu peux te déguiser en entrepreneur arnaqueur,
Et il l'avait comparé à Elizabeth Holmes. Donc, pour petit rappel, Elizabeth Holmes, c'est la personne qui a arnaqué des millions et qui a arnaqué des millions de dollars également. Dans le domaine de la santé, il y a une série géniale sur Netflix, je vous invite à aller la voir. Mais donc, clairement, elle n'a pas hésité à taper du loin en disant « Ok, ma boîte a fait faillite, mais n'allez pas me comparer à Elizabeth Holmes qui est en prison parce qu'elle a arnaqué des gens et qu'elle a joué avec la santé des gens. » Donc on le voit, il y a des gens qui font un petit peu des amalgames et elle n'hésite pas à y aller, elle tape dedans. Moi c'est ce que j'adore avec Sophia et surtout elle en rigole parce que justement au début, enfin en tout cas le dernier lancement de Business Class, la masterclass qu'elle avait faite, elle commençait en disant « Bon ben voilà, c'est moi qui vais vous expliquer comment développer un business parce que j'ai réussi à faire couler Nastigal. » Enfin voilà, elle l'utilise avec l'humour mais vraiment elle l'explique que justement elle est hyper calée pour parler business parce qu'elle sait ce que c'est quand ça se passe mal et voilà, mais elle n'hésite pas également à l'ouvrir quand il faut parce que les gens vont un petit peu trop loin avec ça. Et puis troisième leçon, et je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes parce qu'on en a déjà parlé lors de la vidéo sur Melissa Green et Vanessa Lowe, c'est que voilà, être un bon entrepreneur, avoir des bonnes idées, ça veut pas dire qu'on est un bon chef d'entreprise. Voilà, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Vanessa Lowe et Melissa Griffin, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, mais clairement, on le voit. On est encore sur ce profil de nana très passionnée, très créative. Et ça pose problème quand ça se développe et qu'on a les soucis qu'on a, quand la boîte se développe et pas que dans le fait d'avoir du management, je pense par rapport à plein de choses. Mais donc voilà, et c'est pas pour rien qu'elle s'était retirée de Nastigal en tant que CEO en 2015 et c'est une chose dont elle parle encore beaucoup, qu'elle a énormément de mal à déléguer et même dans sa vie de tous les jours, elle a du mal à déléguer. Je sais qu'à un moment, elle cherchait une assistante, mais voilà, apparemment, c'était un petit peu compliqué aussi. Donc voilà, je pense que vraiment, elle fait encore beaucoup de choses toute seule. Elle bosse énormément et donc voilà, mais je pense que pour l'instant, c'est ça qui l'épanouit, donc tant mieux. Mais donc comme quoi, encore une fois, c'est des choses différentes. Avoir une bonne idée, savoir développer un super concept, ça ne fait pas de vous un chef d'entreprise et ça ne fait pas forcément de vous la bonne personne pour développer ce concept. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, parce que c'est très bon pour l'algorithme, mettez un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé le parcours de Sophia, si vous inspire ou si pas. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir votre avis. Dites-moi si vous la connaissiez aussi bien. Et voilà, trop hâte de vous lire. Pour terminer, le mot de la fin, je vous propose de terminer avec une citation que Sophia a postée sur son compte Instagram le lendemain de l'arrêt de Girl Boss et je l'aime beaucoup. Je vais essayer de le traduire en français de manière correcte. Vous pouvez être entrepreneur sans être entrepreneur. Les vrais entrepreneurs, ce sont les personnes qui sont passionnées dans ce qu'ils font, qui sont confortables avec le risque et qui prennent rapidement des décisions quand il y a des échecs. Eh bien écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était parfait.